Après avoir la dernière fois exploré la proximité entre la psychanalyse et la philosophie, je voudrais aujourd'hui explorer plutôt quelques différences notables, parce que cela permet bien évidemment de bien distinguer l'une et l'autre, et l'une par rapport à l'autre. La première des différences notables, c'est évidemment le rapport à l'argent. Freud insiste plusieurs fois, fréquemment et même constamment, sur la nécessité pour le patient de payer sa thérapie. Ça, c'est évidemment un point important parce que, selon Freud, si le patient ne paye pas sa thérapie, eh bien, il ne s'y engage pas, il ne s'y investit pas, il laisserait un peu les choses filer, en d'autres termes, et l'argent est une façon de l'engager finalement, une façon de l'engager dans sa thérapie. Voilà, il faut que ça lui coûte quelque chose, sinon il ne produit pas les efforts nécessaires pour guérir. Ça, c'est une position qui est évidemment une position assez classique, dont on voit d'ailleurs à quel point elle est opératoire et à quel point d'ailleurs elle structure en grande partie notre monde d'aujourd'hui. On se méfie aujourd'hui de ce qui est gratuit. Voilà, quand on pense que quelque chose est gratuit, d'abord on pense que ce n'est pas de qualité, et puis on pense que les gens qui font une activité gratuite, finalement, ne la feront pas sérieusement. Donc à peu près exactement la même position que celle de Freud par rapport à ses patients. Or, il se trouve que si le psychanalyste peut être à bien des égards regardé comme un thérapeute philosophe, quand Socrate peut être lui regardé comme un philosophe thérapeute, il y a une différence majeure qui va surgir parce que Socrate voulait impérativement que l'instruction, que l'enseignement, ou en tous les cas que la transmission de sagesse, si transmission il y a, soit évidemment gratuite. Alors ça ouvre un énorme débat, évidemment, qui n'est pas un débat seulement qui intéresse la psychanalyse et la philosophie, mais qui intéresse en règle générale toute chose, et notamment toute posture d'enseignement et toute posture de thérapie. C'est pour ça que finalement, il y a quelque chose d'intéressant dans cette objection que Socrate adresse aux sophistes et dans ce reproche qu'il leur adresse de se faire payer leurs leçons. Voilà, comme si la sagesse avait un prix. Voilà, il y a quelque chose chez Socrate. C'est un Luther avant l'heure. Vous savez que Luther reprochait au pape de monétiser ou de financiariser le salut en vendant des indulgences. Eh bien voilà, il y a des choses qui ne se vendent pas. Il y a des choses dont on ne peut pas faire le commerce. Il y a des choses qui doivent rester en dehors de l'argent. Point évidemment capital, sous-entendu, à la question tout a-t-il un prix? Eh bien, Socrate répond fermement non, la sagesse n'a pas de prix. On ne peut pas financiariser la sagesse, là où Freud répond bah oui, il faut impérativement financer et financiariser la thérapie, sinon elle ne fonctionne pas. Voilà, donc ça c'est une différence absolument centrale, absolument majeure, qu'on retrouvera d'ailleurs tout au long de l'histoire, puisque d'une certaine façon, Schopenhauer par exemple, reprochait aussi à Hegel d'avoir été professeur de philosophie, et donc de n'avoir pas joui de cette liberté de pensée que peut donner le fait de ne pas être le serviteur d'un État. Voilà. Comment un professeur de philosophie, payé par l'État, peut-il être libre de ce qu'il pense et donc libre de son enseignement? On voit que la question n'est pas sotte, et elle est même extrêmement grave, et elle continue d'être d'actualité, et finalement nous pourrions aussi la reporter sur la question de la presse aujourd'hui. Voilà, on assiste aujourd'hui à la naissance d'une presse qui est qui est en réalité l'arme d'un pouvoir qui est détenu par des grands patrons, et les grands patrons étant eux-mêmes dépendants du pouvoir. Voilà, nous avons perdu cette idée d'une presse d'opinion libre qui en réalité protège le peuple du pouvoir, et la presse est aujourd'hui et les grands médias sont détenus par des grands patrons qui eux-mêmes
doivent nécessairement, pour décrocher des marchés publics, ne pas trop contrarier, si on veut ne pas trop contrarier l'État. Donc on voit bien que la question posée par Schopenhauer, comment un professeur peut être philosophe quand il est payé par l'État, en d'autres termes, comment un professeur peut être philosophe, ce qui évidemment me met moi-même en question, ne le cachons pas, voilà, mais comment un professeur peut être philosophe quand en réalité il doit d'une certaine façon obéir et se soumettre aux directives de l'État, ce qui n'est évidemment pas le cas dans cette vidéo. Mais la question se pose, et elle se pose donc bien au-delà du domaine et du simple problème du rapport de la psychanalyse et de la philosophie, mais elle se pose aussi par rapport au domaine de l'enseignement en général et par rapport au domaine de la presse en général. Voilà, donc si vous voulez, Socrate tenait à ce que la sagesse soit tenue en dehors de tout rapport d'argent. On pourrait se demander aujourd'hui si finalement ça ne devrait pas être le corps médical, donc la thérapie en général, qui devrait être à l'abri de l'argent et des lobbies pharmaceutiques, par exemple. Mais on voit que ouais, c'est un très vaste débat, mais qui n'est donc pas résolu, qui est loin d'être résolu, qui en réalité est un débat éternel, qui est déjà d'ailleurs le débat de Jésus dans les évangiles, puisque les évangiles semblaient quand même rendre compliqué aux riches de pouvoir entrer au royaume de Dieu. Voilà, donc il y a bien, malgré tout, quelque chose de l'ordre d'une hostilité envers le monde de l'argent, hostilité qu'avait Jésus, hostilité qu'avait Socrate, hostilité qu'avait Schopenhauer, donc hostilité qu'avaient des croyants et des incroyants, parce que Schopenhauer est un athée, pas du tout croyant, et hostilité que peuvent avoir aussi bon nombre de démocrates qui s'inquiètent aujourd'hui de l'emprise du monde de l'argent sur les organes de l'information. La deuxième grande différence entre la psychanalyse et la philosophie est sans doute plus philosophique là qu'économique, bien évidemment. Elle touche directement la question de l'origine du désir. Il est clair que chez Freud et dans la psychanalyse, l'origine du désir est essentiellement le ça, c'est-à-dire cette espèce de partie qui en nous-mêmes pulsionne et qui réclame des satisfactions à la fois érotiques et sexuelles, mais aussi de violence. Enfin voilà, peut-être d'ailleurs que les deux sont toujours liés chez Freud, Eros et Thanatos marchant toujours ensemble. Voilà, donc c'est malgré tout une origine du désir assez matérielle, assez physique, pas du tout spirituelle. Voilà, c'est dans notre corps que s'origine notre désir. De ce point de vue-là, d'ailleurs, on pourrait dire qu'il y a une grande proximité et peut-être une grande dette entre Freud et Darwin, c'est-à-dire entre la psychanalyse et la théorie de l'évolution, puisque d'une certaine façon, la théorie de l'évolution pose aussi la sexualité, en tous les cas la reproduction, comme le moteur même de l'évolution. Et on pourrait se demander s'il n'y a pas là l'une des sources principales, évidemment, de l'inspiration freudienne. Ça, c'est évidemment un point très important parce que ça veut dire que ça détermine, évidemment, une certaine anthropologie. Si la source essentielle de notre désir est le ça, et si le ça est une instance qui pulsionne constamment des désirs sexuels, ou libidinal, si vous voulez, ou si la libido se réduit à la sexualité, eh bien ça donne quand même une certaine compréhension de l'être humain qui, bien évidemment, doit, pour apprendre à vivre en société, pour apprendre à se comporter humainement, eh bien cet homme doit immanquablement refouler ses désirs sexuels. Il n'est pas question, évidemment, que ces désirs soient laissés et livrés à eux-mêmes et que nous leur donnions libre cours. Alors, évidemment, comme on peut le penser, et notamment à travers la lecture de Malaise dans la civilisation de Freud, cette obligation d'un refoulement qui vient du fait que le désir est essentiellement libido, eh bien, produit une humanité relativement malheureuse, oui, et même carrément malheureuse, parce que la situation du moi est dramatique, elle est même tragique. Il est confronté à des pulsions qu'il ne peut pas satisfaire, qu'il est obligé de refouler,
Et évidemment, ce refoulement le place dans un malaise, quand ce n'est pas que ça produit en lui des névroses. Voilà, ou en tous les cas des symptômes alarmants. Donc il y a nécessairement autour de cette origine du désir, chez Freud, eh bien, une espèce de conséquence logique et dramatique sur notre humanité. Voilà, donc ça c'est un premier point. Du côté de la philosophie, les choses, et notamment du côté de la philosophie platonicienne, puisque nous avons commencé un parallèle entre la relation psychanalytique et la relation socratique, les choses sont tout à fait différentes. Parce qu'en réalité, le désir libidinal, le désir sexuel, il existe bien évidemment dans la pensée de Platon, indéniablement, mais il n'est pas le seul, c'est-à-dire qu'il existe aussi un autre désir, parce que l'homme n'est pas que corps. Voilà, nous ne sommes pas là devant une conception matérialiste de l'homme, mais bien au contraire devant une conception spiritualiste. Donc il existe une autre source du désir, c'est-à-dire un désir plus spirituel. Et ce désir, il est bien évidemment lié à la cosmologie. Autant Freud, avec Darwin, lie le désir à la vie, à l'ordre du vivant, c'est-à-dire à l'ordre de l'animalité ou de la matière vivante animale, autant Platon va aussi lier le désir à la question de l'esprit et à sa nature divine. Voilà, il y a en l'homme porte un désir divin, c'est-à-dire un désir de retrouver ce qu'il a contemplé ou ce que l'âme a pu contempler quand elle était et quand elle vivait dans la proximité des dieux. Donc il y a malgré tout une polarisation complètement différente de l'humanité, puisque ce désir-là, évidemment, que l'on pourrait nommer une libido cognoscendi, si vous voulez, c'est-à-dire un désir de la connaissance, eh bien ce désir de la connaissance peut lui grandement être satisfait. Il n'a pas besoin en réalité d'être refoulé. Donc s'il n'a pas besoin d'être refoulé, bien évidemment la conception de l'humanité qui en ressort, l'anthropologie qui émerge de cette deuxième compréhension du désir, est beaucoup plus heureuse. Il n'y a aucune raison que l'homme finisse malheureux, bien au contraire. L'homme peut essayer de viser son bonheur, il peut essayer de le rejoindre, il est absolument légitime même qu'il cherche à être heureux, parce que être heureux consiste évidemment pour lui à essayer de répondre à ce désir de connaissance, à essayer de répondre à cette libido cognoscendi et à se laisser emporter par finalement cette espèce de polarisation qu'exerce sur son esprit l'instance divine du cosmos. Voilà, donc il y a une différence radicale de conception de l'homme à l'arrivée, même si d'une certaine façon, évidemment, nous pourrions dire ça comme ça, dans la psychanalyse, comme le désir est toujours l'occasion d'un malaise dans la civilisation, eh bien il faut le refouler, ce qui nous expose au retour du refoulé, bien évidemment, et dans la pensée et dans la métaphysique platonicienne, ce désir étant plutôt bon, ne produit pas de malaise, mais au contraire une grande satisfaction chez l'être humain. Il n'a donc pas besoin d'être refoulé, et bien au contraire, il faut se laisser emporter. Mais cet emportement, évidemment, consistera essentiellement à opérer une réminiscence, non pas un retour du refoulé, mais un retour de la connaissance telle que l'âme pouvait en jouir lorsqu'elle était auprès des divinités, dans le ciel des idées, et qu'elle pouvait jouir et se satisfaire de la vérité. Donc, ce qui me semble important dans cette différence-là, c'est que d'un côté, l'homme est condamné à une existence tragique, à une existence difficile. On ne voit pas très bien comment il pourrait échapper à son malaise dans la civilisation. Et évidemment, de l'autre, l'homme n'est pas du tout condamné à cela, mais au contraire, il est appelé au bonheur suprême de la connaissance, c'est-à-dire de son union et de sa réunion avec l'ordre du divin, c'est-à-dire avec la vérité de l'être lui-même. La troisième différence fondamentale entre la psychanalyse et la philosophie va se jouer autour de la question de la parole. Il est clair que dans la psychanalyse, l'obligation dans laquelle s'est trouvé Freud d'identifier un messager de l'inconscient, je vous rappelle que
pour sortir des difficultés qu'éprouvait Charcot avec l'hypnose, Freud est obligé de se dire, bon, il faut impérativement que j'arrive à trouver un message qui viendrait de l'inconscient, mais qui s'exprimerait, ou que le patient pourrait exprimer lui-même à partir du moment où il est éveillé, ce qui évidemment avait immédiatement fait surgir chez lui l'idée que le rêve est le grand messager de l'inconscient qui va permettre la thérapie. Voilà. Sauf que, évidemment, ce messager de l'inconscient, il n'est pas clair en lui-même, et si le rêve est toujours la satisfaction d'un désir, comme le dit Freud, eh bien, cette satisfaction, pour le moins n'est pas claire. On ne comprend rien à un rêve, et le patient lui-même, quand il donne son rêve au psychanalyste, ne voit pas du tout quel est le désir qui vient trouver satisfaction symboliquement dans ce rêve. Et donc, seule l'interprétation du rêve par le psychanalyste peut permettre évidemment de comprendre la nature du désir qui se manifeste secrètement dans ce rêve. Ce qui veut dire que Freud est obligé de distinguer finalement deux contenus du rêve. Un contenu manifeste, qui est la conscience que le patient ou que le rêveur prend de son rêve le matin quand il se réveille, voilà. Et évidemment, cette conscience voit déjà à l'œuvre un refoulement, donc il y a un travestissement des images du rêve par cette activité de refoulement, et qui donc déforme le rêve. Mais ça, c'est quand même le contenu manifeste. Et puis, Freud est obligé de doubler ce contenu manifeste d'un contenu latent, c'est-à-dire le contenu onirique, réel, qui surgit de l'inconscient. Et ce contenu latent n'est évidemment pas compréhensible ou pas visible immédiatement. Il faut tout le travail de l'interprétation, de déconstruction donc du rêve, pour arriver à rejoindre et à saisir voilà, le désir qui s'exprime dans ce rêve. Ce qui veut dire que il y a chez Freud, toujours et dans la psychanalyse, l'idée que ce qu'on dit finalement n'est jamais tout à fait ce qu'on veut dire. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a toujours dans nos paroles une pensée cachée, une arrière-pensée. Voilà, il y a toujours en toute parole, et pas seulement à travers le rêve, mais un contenu manifeste, ce que nous avons conscience de dire, et puis un contenu latent, c'est-à-dire ce que notre inconscient finalement réussit à exprimer malgré tout et malgré nous à travers nos paroles. Voilà, donc il y a toujours un désir sous-jacent qui vient animer nos paroles, et ce n'est pas du tout notre effort pour exprimer clairement notre pensée, ce n'est pas du tout ce que nous voulons dire, c'est quelque chose évidemment qui nous échappe. Voilà. Donc s'il y a cette espèce de statut ambigu de la parole et de toute parole dans la psychanalyse. Évidemment, ça, du côté de la philosophie, c'est un vrai problème, ça. C'est-à-dire que la philosophie, elle, essaye de s'attacher à la compréhension de ce qui est dit, c'est-à-dire qu'elle part du principe qu'en réalité le logos, c'est-à-dire la parole, correspond bien évidemment à l'être, et qu'il n'y a pas de choses sous-jacentes à chercher. Il faut bien au contraire explorer, analyser ce qui est dit, parce que c'est dans l'analyse, c'est-à-dire dans le simple déploiement, comme on ouvre une feuille de papier, comme on déplie une feuille de papier, c'est dans l'analyse des concepts que vient se révéler le cœur même de notre pensée. Donc il y a quelque chose d'absolument différent, et il n'y a pas d'arrière-fond dans la pensée philosophique, il n'y a pas une pensée derrière la pensée, il n'y a pas un sens derrière le sens. Il y a bien au contraire un effort que la pensée fait pour s'exprimer clairement, pour clarifier, comme dira Descartes plus tard, ses idées, voilà, pour réussir à se faire des choses, des idées claires et distinctes, des idées qui correspondent donc à la réalité. Et il n'y a pas en philosophie ce soupçon permanent que l'on trouve dans la psychanalyse, qu'il y a derrière les mots autre chose à comprendre qu'en réalité ce que celui qui parle a l'intention ou s'efforce de dire. Voilà. Donc en philosophie, c'est embarrassant, parce que cette idée-là, ça veut dire qu'il ne faudrait
plus du tout accorder d'attention à ce qui est dit, mais essayer d'écouter ce qui n'est pas dit. Ben voilà, alors ça c'est un problème majeur en philosophie, parce que le principe même de la philosophie, c'est de porter attention à ce qui est dit, et non pas à ce qui n'est pas dit. Arrêtons-nous quelques instants sur ce point évidemment crucial. Il s'agit de porter attention à ce qui est dit et non pas de porter attention à ce qui n'est pas dit. En d'autres termes, la philosophie va se concentrer même sur la question du je pense. Comme le dira Kant dans la critique de la raison pure, le je pense doit pouvoir accompagner toutes mes représentations. Donc c'est bien le je pense ou le cogito tel que Descartes en parle, hein, le fameux cogito sum de Descartes, mais qui visait autre chose que cela. Mais néanmoins, on peut ici néanmoins faire référence à cette importance de cette pensée, de ce je pense. Je pense, c'est absolument fondamental et c'est cela qui est faire de la philosophie. Alors qu'en réalité, faire de la psychanalyse, c'est précisément ne pas tellement accorder d'attention à ce qui se passe dans le je pense, mais bien plus d'attention à ce qui se passe dans ce qui n'est pas pensé, précisément dans l'impensé. Voilà. Donc la philosophie, elle va se recentrer sur la question du je pense. C'est évidemment très important, parce que en réalité, lorsque l'on accorde plus d'importance à l'impensé qu'au je pense, eh bien, on dépend immédiatement à ce moment-là de celui qui est capable d'opérer le transfert, c'est-à-dire de celui qui est capable d'analyser et d'interpréter les messages pour remonter de ce qui est dit à cet impensé qui vient finalement s'exprimer et qui est la chose la plus essentielle qui soit. Dans la philosophie, le but est bien évidemment de rendre à chaque être humain la maîtrise de sa parole. Il n'est pas question de faire dépendre l'être humain d'un thérapeute, mais bien au contraire, de donner à chacun la possibilité d'analyser clairement ce qu'il dit et d'essayer de le comprendre. Alors évidemment, cet effort d'analyse montre bien qu'il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait clair au départ dans ce qui est dit, mais l'absence de clarté ne veut pas dire non plus qu'il y a un sens caché. Il y a simplement à essayer de prendre conscience de la gravité, de l'amplitude de ce que nous disons, mais pas d'essayer de démasquer un sens caché. Ça n'a pas beaucoup de sens pour les philosophes. Je ne suis pas nécessairement conscient de tout ce que je dis. J'ai besoin de disser, c'est-à-dire d'élever ma compréhension de ma parole au niveau de ce qui est dit, mais c'est dans ce qui est dit qu'évidemment se trouve la vérité de ce que je dis. Il n'y a pas de vérité derrière. Il y a simplement à déployer un propos, à déployer un concept pour essayer d'en prendre toute la mesure. Mais cet effort-là, bien évidemment, il est à produire et il est à faire par celui qui parle et non pas par celui qui écoute. Voilà, alors c'est évidemment dans les relations socratiques celui qui écoute, qui peut stimuler par l'interrogation la compréhension de celui qui parle. Mais le but, il est quand même que ce soit celui qui parle qui comprenne lui-même ce qu'il dit, et non pas qu'il s'en remette à quelqu'un d'autre pour qu'il puisse remonter de ce qu'il dit à ce qu'il n'arrive pas à penser. Voilà, donc il y a bien une différence fondamentale, et je dirais sans doute aussi une aspiration forte à la liberté dans la question de la philosophie. Il s'agit de libérer les êtres humains de la domination de leurs semblables, finalement, de leur dépendance envers leurs semblables. C'est un peu le projet cartésien, en d'autres termes. Il s'agit de rendre à chacun la capacité de découvrir par lui-même la vérité. Voilà le cœur même du discours de la méthode. Hein. Découvrir par soi-même la vérité dans les sciences, certes, mais pas seulement que dans les sciences. Il faut évidemment peut-être étendre un peu cette question-là et la conduire jusqu'à la vérité de ce que nous disons. Évidemment, nous ne sommes pas spontanément en accord, spontanément en relation avec la vérité. Cela nous demande un effort pour la découvrir, mais nous pouvons le faire par nous-mêmes, et cette vérité que nous découvrons par nous-mêmes nous pose bien évidemment dans notre liberté, puisqu'elle nous affranchit de toute espèce de dépendance envers ceux qui entendent penser à notre place, ou penser mieux que nous ne pouvons penser, ou même rejoindre l'impensé
de notre parole auquel nous n'accédons pas par nous-mêmes. Donc il y a bien quelque chose de l'ordre d'une liberté qui se joue dans cette parole telle que les philosophes la comprennent.